Aujourd'hui pour Bruges, je me trouve à Gare de l'Est pour effectuer un voyage que je rêve de faire depuis que je suis tout petit. Paris-Istanbul en train, le trajet de l'Orient Express. Ce train mythique a été recréé il y a quelques années, mais quand j'ai vu les prix, ça m'a vite calmé. On parle de 20 528 € pour vraiment l'entrée de gamme. La suite double est à 44 578 € et pour la grande suite, c'est 77 673 €. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire ce trajet avec un pass Interrail et on va voir combien ça va nous coûter, combien de temps on va mettre. Là, c'est parti pour 3 jours de voyage, plus de 3000 km et on va traverser 7 pays au total. Étape 1. Pour faire ce voyage, on a pris un pass Interrail avec 7 jours au total. Ça inclut quasiment tous les trains durant la journée, en dehors de certains TGV et certains trains de nuit. Dans ces cas-là, il faut payer un montant supplémentaire. On vous dira au fur et à mesure du voyage combien ça nous coûte à chaque étape en plus pour que vous ayez une idée du prix global du séjour. Alors on n'a pas payé le même prix que l'Orient Express, mais on n'a pas non plus la même qualité de service. Là, je suis en train de manger un sandwich avec les restes de notre frigo avant qu'on parte en vacances. Il faut savoir que l'Orient Express, c'est extrêmement coûteux, mais il y a le service qui va avec. À bord, c'est des restaurants gastronomiques avec des menus qui ont été établis par des chefs étoilés. Il y a à chaque escale des hôtels très luxueux, il y a des excursions. Et du coup, tout ça, c'est vraiment une prestation qui est un peu similaire à celle d'une croisière qu'on peut avoir à bord d'un bateau. Mais là, sur un train, sur 6 jours de Paris à Istanbul. Le premier train Orient Express, il est parti de Paris-Gare de l'Est en 1883 pour relier Paris à Constantinople. C'était le premier train du genre et ça a révolutionné totalement le ferroviaire. Alors l'Orient Express est né d'une idée qu'est allé chercher un entrepreneur belge qui s'appelle Georges Nagelmakers, qui en gros effectue un voyage aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et qui découvre la voiture lit, donc qui va lui permettre de parcourir donc le continent américain tout en dormant et du coup en gagnant beaucoup de temps sur de longues distances. Il va rapporter ce concept et créer sa compagnie qui va s'appeler donc la Compagnie internationale des wagons lits. Aujourd'hui, l'Orient Express, ça a été recréé. Et en quoi est-ce qu'il est similaire aux Orient Express d'avant ? Historiquement, l'Orient Express est d'abord un moyen de déplacement d'un point A à un point B. C'est pas uniquement Paris-Constantinople, c'est vraiment un omnibus européen qui s'arrête à Strasbourg, à Munich, à Vienne, à Budapest, dans toutes les grandes capitales européennes. The Orient Express, for instance, now ends its journey at Vienna. Alors qu'aujourd'hui, l'objet du déplacement est avant tout de vivre une expérience. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur l'imaginaire qu'il y a autour de ce train-là, le luxe qu'il transpire, et donc d'en faire des expériences qui soient le plus luxueuses possible en 2025, 26, 27, 28. Bon, premier train, premier retard. On va potentiellement louper notre correspondance pour Vienne. Heureusement, il y a eu 10 minutes de retard et ça nous a sauvé les 15 minutes de retard du premier. We come from Albacete in Spain. We are going now to Múnich, then to Prague, Berlín, Rotterdam. Preferimos viajar en tren principalmente por el precio, porque es carísimo viajar en avión. Somos estudiantes y para celebrar y para estar aquí unos días con los amigos vamos a estar aquí un poco de Interrail. I like to spend as much time as needed, not go really fast doing things, not rush to see everything. Donc en termes de tarifs, pour l'instant, en plus de mon pass, j'ai dû payer 19 € supplémentaires pour le Paris-Gare de l'Est jusqu'à Stuttgart et 59 € supplémentaires de Stuttgart à Vienne. Cette dernière portion, on avait décidé de payer un peu plus cher pour avoir une vraie couchette justement et pouvoir dormir allongé dans des bonnes conditions. Alors
Alors si j'ai décidé de faire ce trajet en train, c'est parce que j'avais envie de faire ce voyage mythique, mais c'est aussi pour des raisons et des enjeux climatiques. Il faut savoir qu'un avion moyen courrier émet en moyenne 17 fois plus de gaz à effet de serre qu'un train type Intercité et jusqu'à 52 fois plus qu'un train à grande vitesse type TGV. En sachant qu'environ un tiers de mon trajet est via des trains à grande vitesse, mon trajet sera à minima 20 fois moins émetteur qu'un équivalent en avion. Changement express encore. Yes. Sorry. Donc là tout ça c'est des cabines, mais tout le train n'est pas comme ça. Il y a aussi des sièges classiques. Donc, je pense qu'on passe une moins bonne nuit. Ok, thank you. Donc voilà notre couchette pour la nuit. On n'est pas trop mal accueillis. Petit chocolat, petite bouteille d'eau, les draps, une couverture. Et là, on a même la clim si on veut. On peut régler clim ou chauffage. Et il y a les lumières. Hop. Tant qu'il n'y a pas de punaise de lit, ça me va. Et je suis bien sur la couverture. Les pieds ils dépassent un peu. Et à part les pieds, ça va quoi. Hop. Bonne nuit. Et par rapport à Interrail, est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Est-ce que par exemple Interrail aujourd'hui qui permet à plein de jeunes de voyager partout en Europe à moindre coût existerait si la compagnie des wagons-lits n'avait pas un petit peu ouvert la voie il y a plus de 100 ans? C'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, en fait, la carte Interrail est une héritière, en tout cas, de ce qu'a pu mettre en place la compagnie des wagons-lits, même si la clientèle est évidemment bien différente. Avant 1938, si on prend l'exemple de la France, on a un territoire qui est morcelé par différentes compagnies, la compagnie du Nord, la compagnie de l'Est, la compagnie de l'Ouest, la compagnie du Midi, etc., etc. Et donc, il faut imaginer que sur le continent européen, où les empires et États sont morcelés ainsi. Et donc, là où la création de cette compagnie est révolutionnaire, c'est qu'elle permet de ne faire qu'un seul trajet avec, pour le client, le fait de ne pas devoir changer de train. When you railed to Paris in the early 1920s, you not only came by train, you came clean. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui la volonté de redévelopper des trains européens, etc., on se dit, mais c'est vrai que la compagnie des wagons-lits à la fin du 19e est un acteur sur lequel on pourrait évidemment s'inspirer pour recréer des liaisons ferroviaires entre les différentes capitales européennes. On est un groupe de musique tous les quatre, on va faire un concert Dans un festival. Ce soir dans un festival. Ouais. Trop bien. Et pourquoi vous avez décidé de voyager en train? T'as abordé le sujet qui fâche apparemment. Moi je voulais prendre l'avion mais les autres voulaient pas, du coup on a pris le compromis, le train. Bon, on est bien arrivé à Vienne, là on va faire une petite visite de la ville, on a une escale là toute la journée, il est 7h du mat. Vienne, c'était vraiment une des premières haltes historiques de l'Orient Express, dès le début en 1883. Donc on va aller voir un petit aperçu justement de ce que ça donne, même si la météo est pas dingo. Alors à Vienne, on a d'abord croisé des joggers, pas mal de joggers. Puis Mozart, pas mal de Mozart aussi. On a visité le fameux Opéra de Vienne où les passagers de l'Orient Express avaient leurs habitudes. Ils y ont peut-être croisé l'impératrice Sissi qu'on a vu partout également. Et on est passé devant l'hôtel où les passagers du train dormaient au 19e siècle. C'était un des hôtels les plus luxueux à l'époque de toute l'Europe. Après, on s'est baladé, on a vu des beaux bâtiments, des très beaux bâtiments et même des très très beaux bâtiments. On a croisé d'étranges vélos-taxis. Welcome to Vienna. Et beaucoup de carrioles tirées par des chevaux, genre vraiment beaucoup. On a mangé, on s'est hydraté, et hop, là on est de retour à la gare. Prochain arrêt, Bucarest. Bon, ça c'est notre cabine. Il n'y avait plus de place du coup en couchette. Bon, l'avantage c'est que ça nous a pas coûté cher, ça nous a coûté 3 € en plus par billet pour le train de nuit, versus 59 la nuit d'avant. Mais on va passer une nuit pas dingue, je pense.
I'm the scout leader of 6 children. They are apparently behind me, and we are 3 adults. We are traveling to Romania, and we took the train because it's more eco, I would say. And also, it's really horrible to book a flight with young children if they're not your own. This is our cabin for the next 19 hours. And Kids, kann mal kurz jemand filmen? Es filmt kurz jemand, nur ganz kurz. And those are the scout kids. We'll see how they look after 19 hours on the train. Allez, bonne nuit. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on vient de se rendre compte qu'il y a 0 prise. Un truc avec le train, c'est que tu as l'impression de visiter quand même un minimum les pays, même quand tu les traverses, quoi. Dans le cadre de ma thèse, j'ai fait pareil que vous, sauf que dans chaque ville et sur les parcours, j'ai relevé les traces archéologiques du train. Des objets, des voitures ferroviaires, des transbordeurs, la cheminée, la blanchisserie. Enfin, ça a été une expérience assez fondamentale de pouvoir remonter le temps comme ça et d'identifier en fait des traces qui, tant que je ne les avais pas reliées à l'histoire de l'Orient Express, en fait, elles étaient anonymes dans cette histoire-là. J'ai l'impression que plus les jours passent, plus on s'éloigne de l'Orient Express, quoi. Et je pense qu'heureusement qu'on a prévu à manger parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de wagon-bar ou quoi que ce soit. C'était clairement pas la meilleure nuit de ma vie, hein. Franchement, on était 6 dans ce mini wagon là, jusqu'à au moins 4-5 heures du matin. Et en plus, surtout, on n'est pas sur des trains vraiment comme on a l'habitude d'avoir en France. Ces trains, ils se secouent vachement. Et surtout, il y a des sirènes toute la nuit. Et il y a les contrôleurs qui te contrôlent en permanence. C'est-à-dire qu'on s'est fait contrôler 12 fois, je pense, entre 22h et 10h du matin. À chaque fois qu'ils passent, ils recontrôlent les billets de tout le monde. Donc c'était hyper relou, quoi. Ça y est, on est bien arrivé à Bucarest. J'avoue que là, j'en ai un peu plein les pattes. Celui-là, il était un peu dur, quoi. Les 19h sans wagon-lit, c'était un peu technique. Là, on se trouve vraiment au centre de Bucarest. On a créé un hôtel juste à côté. Bucarest était appelé le Petit Paris à la belle époque parce qu'il y avait des grands boulevards éclairés et il y avait aussi beaucoup de cafés à la française. C'est vrai que c'est un petit côté latin, hein. Il y a des terrasses partout. Tout le monde est en train de boire des cafés ou boire des bières dehors. Ouais, il y a aussi pas mal de restaurants encore avec des cartes de la française. Alors à Bucarest, on n'avait pas beaucoup de temps, hein. On est arrivé aux alentours de 15h30, 16h. Donc on a fait un tour à pied rapide de la ville pour voir les principaux monuments. On a vu un peu l'architecture changer avec pas mal d'églises orthodoxes et on a vu un bâtiment qui est vraiment gigantesque, qui nous a un peu scotché. En termes de poids, on est à 4,1 millions de tonnes, donc ça en fait le bâtiment le plus lourd au monde carrément. Et donc c'est le palais du Parlement, hein, construit par le dictateur Ceausescu dans les années 80.
Après, on est parti sur les traces des passagers de l'Orient Express en allant manger au restaurant de l'hôtel Casa Caspa. Il y a encore le décor un peu de l'époque, hein. On voit au plafond là. Thank you. Oh, il est pas terrible. Le train ne s'arrête pas dans des hôtels puisqu'on dort à bord du train. Par contre, là où la compagnie des wagons-lits est aussi un acteur majeur du développement du tourisme dès la fin du 19e siècle, c'est qu'en fait, elle va, en parallèle de ces trains, créer une filiale hôtelière qui s'appelle la Compagnie internationale des grands hôtels en 1894. Et là, en fait, elle va ouvrir et exploiter des hôtels au terminus de ses principales lignes. Enfin, vous avez donc la création d'un réseau d'agences de voyage. Et donc, les agences de voyage vont permettre aux clients de la compagnie, mais en fait pas uniquement de la compagnie, d'acheter des billets pour des hôtels dans les villes traversées par ces trains, de réserver des places de théâtre, de réserver d'un service à bagages. Et donc, on voit bien que la compagnie est un agent qui va permettre le développement du tourisme à la fin du 19e. Ça y est, après une bonne nuit, cette fois, on est de retour à la gare de Bucarest pour prendre notre dernier train. Quand on voit ça, c'est la victoire. Depuis la première fois du séjour, je viens de croiser 3 Français qui font le même itinéraire. Ils sont partis de Paris et ils vont jusqu'à Istanbul. T'as vu la plateforme ou pas? Ouais, 57. J'espère qu'il sera pas en retard. Avec Florent, on s'est rencontrés en études en Argentine. Donc à ce moment-là, on a beaucoup pris l'avion. Donc en ce moment, j'essaye de découvrir l'Europe et de faire surtout du train. On y dort, on y mange. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui fait pleinement partie du voyage. Et puis, bon, bah voilà. Et d'avoir plein d'anecdotes aussi. Parce que on a galéré à avoir les billets à Budapest, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a. Enfin, il y a plein de choses à dire à chaque fois qu'on prend le train, parce qu'on a vu des très beaux paysages. Voie 2. Vous êtes français aussi? Vous allez à Istanbul aussi? D'abord à Sofia et après on va à Istanbul. Ok. Vous faites Interrail aussi? Oui. En fait, comme Interrail, tant que tu sors pas du train, il te décompte pas un jour de plus. Bah du coup, comme on rentre dans le train de nuit à 23h, on est sur la même journée, du coup on s'est dit bon bah ça nous fait économiser une nuit d'hôtel. Ouais, c'est vrai. C'est parti, le dernier train. Ça va se déplier. Et ça aussi. Et les matelas, on va voir tout à l'heure, mais ils ont l'air hyper épais. Franchement, je pense qu'on va dormir. Les nuits en couchette, en soi, quand tu as un bon lit comme ça, tu dors et tu gagnes du temps aussi sur ton voyage. Parce que, bah, en fait, au lieu d'être à l'hôtel et de voyager la journée, bah, tu voyages pendant la nuit. We are from France. Ah, very nice. Yeah. And good Interrail or just? Yeah, Interrail. We are trying to do the same way as Orient Express, from Paris to Istanbul. To be honest, if there was still an Orient Express nowadays, I would ride it because it's something I really miss about nowadays. I really like riding trains. Alors pour ce train, on a payé 57,50 € en supplément pour avoir du coup une cabine pour vraiment pouvoir dormir. Alors sachant que là, on est en première classe, donc c'était possible de le faire pour beaucoup moins cher. Bonjour. Deux baguettes, s'il vous plaît. You have problem? This is my compartment here. Okay. Both I help you Istanbul. Okay, great. Thank you very much. Là, on est à Gorna, en Bulgarie. On s'arrête environ une trentaine de minutes. Ils vont essayer notamment de réparer l'électricité parce qu'on n'a plus d'électricité dans le wagon et on n'a plus de clim notamment. Donc, on espère que ça va revenir. Ça, c'est la voiture de tête. Et donc ça, c'est la seconde classe. C'est grosso modo les wagons dans lesquels on était entre Vienne et Bucarest. Let's go. C'est reparti, apparemment c'est bon, il y a l'électricité, on sent la clim qui est de retour.
Pas de doute, on arrive en Turquie par contre. Alors là, nous, on prend le train pour le dernier tronçon, mais il faut savoir que la voie ferrée entre la Roumanie et la Turquie n'a été achevée qu'en 1889. Les premiers passagers de l'Orient Express, ils devaient aller au sud du pays, à Giurgiu, et traverser le Danube en ferry. Puis après, ils reprenaient un autre train pour Varna en Bulgarie, avant d'embarquer sur un autre bateau à vapeur pour traverser la mer Noire et arriver à Constantinople, appelée aujourd'hui Istanbul. Ça, c'est vraiment les premières années entre 1883 et 1889. Et en fait, à partir de 1889, il est possible de rejoindre Constantinople directement, notamment via Belgrade, puisque en fait, la ligne de chemin de fer est achevée. Et j'ai entendu dire qu'à l'époque, sur cette partie du tronçon, il y avait eu un problème, ils avaient été bloqués par la neige, c'est ça ? Alors oui, tout à fait. Il y a un événement majeur. En 1929, l'Europe connaît des intempéries exceptionnelles et notamment des tempêtes de neige qui vont faire que le trafic ferroviaire va être interrompu, notamment dans les Balkans. Et donc en 1929, vous avez plusieurs Orient Express qui s'appellent à l'époque le Simplon Orient Express qui vont être bloqués dans la neige et ça va faire la une de beaucoup de journaux. Et en fait, c'est cet événement-là qui va inspirer Agatha Christie pour écrire son roman Le Crime de l'Orient Express qui sort en 1934. Le livre est traduit dans des dizaines et des dizaines de langues et que ça va être un vrai succès populaire. Et donc, à partir de là, on peut presque dire que le train se transforme en un objet culturel universel et devient en fait de moins en moins ferroviaire. Globalement, pourquoi vous avez décidé de faire Paris-Istanbul en train ? Alors, pas Paris, donc Dijon, mais pour moi, en tout cas, il y a l'idée derrière quand même l'Orient Express et puis de traverser l'Europe centrale en train. Bon, puis moi, ça m'évoque forcément Hercule Poirot, Agatha Christie, même si bon, c'est pas du tout la même ambiance à l'intérieur, mais oui, ça évoque forcément tout ce contexte-là. C'est hyper beau. Hein. Welcome. Florian et Melody. Yeah, thank you very much. Peter. On arrive en Turquie, là, on doit passer aux douanes, on doit récupérer les sacs et rien laisser dans le train parce qu'ils vont tout fouiller. On a un très beau passeport et on va pouvoir finir notre nuit à l'intérieur. On n'est pas arrivé, hein. On est une centaine et il y a un mec à la douane. Je pense qu'à raison d'1 minute par personne, on a pour au moins 1h30 quand même. Allez, on est reparti. Il est 3h du matin. On devrait arriver à 11h à Istanbul, donc ça nous laisse encore un petit peu de temps pour dormir. Bon, on se rapproche là sérieusement d'Istanbul. En dehors du contrôle à la douane, là, entre 1h30 et 3h du matin, la nuit était plutôt bonne, le lit est assez confortable. Alors, franchement, j'ai bien dormi. Je suis pas explosé quand même. Franchement, après autant d'heures de train, c'est un peu difficile à croire. Enfin, moi, c'était quand même un des objectifs principaux de cet interrail. C'est assez ouf. On réalise pas trop, je pense. Non, on réalise pas du tout, je pense. On s'est endormi en Europe et on se réveille aux portes de l'Asie. On a déjà vu un peu le paysage changer. Là, c'est assez cool. J'ai hâte de visiter et de remonter encore un peu plus sur la trace des passagers de l'Orient Express en mode économie. Ça y est, j'arrive dans le cœur d'Istanbul après ce trajet. C'est sûr que si on a une semaine de vacances, c'est compliqué de faire ce genre de format. Et quand on a un peu de temps devant soi, ça permet de faire un tour de l'Europe. On a fait pas mal de rencontres qui continuent d'ailleurs de nous envoyer des nouvelles. Et là, on va découvrir un peu Istanbul. J'arrive à l'hôtel, on va poser les sacs, prendre une bonne douche
et aller voir un peu qu'est-ce que cette ville a dans le ventre, quoi. Alors là, Istanbul, on sent vraiment qu'on est arrivé au port de l'Orient. On a vu les premiers minarets, dont ceux de Sainte-Sophie et de la Mosquée Bleue. On a vu des chats partout. On s'est baladé dans le plus grand marché couvert du monde. On y a croisé Salbé, enfin presque. Sur les traces des passagers de l'Orient Express, on est allé prendre un café au Pera Palace Hotel, l'établissement mythique où ils séjournaient à leur arrivée. À la fin du 19e siècle, c'était vraiment un des hôtels les plus luxueux de tout l'Empire ottoman et il a été spécialement conçu pour accueillir les voyageurs du train. L'arrivée à Istanbul, même aujourd'hui, et imaginez Constantinople à l'époque, c'est quand même quelque chose qui marque les esprits. On aperçoit Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue, donc on peut imaginer l'émotion, en tout cas le choc visuel et esthétique que pouvaient avoir des voyageurs en arrivant en train à l'époque. Choc d'ailleurs que j'ai eu également la première fois que je suis arrivé à Istanbul, où je me suis dit, ok, là on est sur une impression de centre du monde, de ville complètement incroyable, esthétique. Tous les sens sont en éveil et donc on peut imaginer à la fin du 19e siècle, ce que pouvait provoquer une arrivée à Constantinople pour des Occidentaux. Au total, donc pour l'aller-retour, ça m'a coûté 595 €, dont 381 € d'Interrail. À ça, j'ai dû rajouter 214 € de frais supplémentaires pour pouvoir emprunter certains trains à grande vitesse ou avoir des couchettes dans les wagons. Donc voilà, on est loin du prix de l'Orient Express. Après, si on compare à d'autres moyens de transport comme l'avion, on est un petit peu plus cher. Un billet d'avion en moyenne pour aller à Istanbul depuis Paris, on est entre 100-150 € jusqu'à un maximum de 300-400 €. Mais voilà, c'est pas du tout le même trajet. Là, on parle de vraiment 7 jours d'itinérance avec plein de pays sur la route. Et le train, dans ce format, il fait vraiment partie du voyage. Voilà, je vous laisse ici. Je vais profiter de mes vacances en Turquie et de mon retour via la Bulgarie, la Hongrie et l'Allemagne notamment. À bientôt pour de nouvelles explorations. Salut les gars, ciao, bon courage. Proyecto para la cama. Primero ahí, segundo aquí, tercero en el cajoncillo. Segundo en el cajoncillo y tercero en el medio. Beaucoup de l'île de Burgazada, 1h30 environ d'Istanbul pour la traversée, ça fait un bien fou. Hello. Istanbul, c'est déjà fini pour nous et du coup on est arrivé à Veliko Tarnovo. Voilà une petite vue de la ville. Et en fait le train passe juste en dessous là. Voilà, et il y a cette très très grande épée. Reparti pour une semaine de fin.